Le métal de l'Éden gémissait comme un vieil animal, et j'écoutais ce chant funèbre depuis si longtemps que je ne l'entendais presque plus. Une nouvelle fissure, fine et noire, venait de lécher le flanc du monument du traité. Je sentais le poids de l'uniforme sur mes épaules, plus lourd que le plomb. Face à moi, dans la pénombre de l'atrium, les visages des colons se découpaient en mosaïques d'espoir famélique. L'air sentait l'ozone brûlé et la peur rance. À ma droite, le conseiller Thorne. Ses mains fines, croisées, semblaient sculpter le silence. Son regard glissa vers la fissure, puis vers moi. Aucun remords, seule la froide évaluation d'un risque à contenir. Colon de l'Éden, ma voix résonna, métallique, dans les haut-parleurs grinçants. Le traité de Pallas tient. Otris nous attend. Varek, en première ligne, levait un visage illuminé d'une foi qui me donnait la nausée. Son hochement de tête, vigoureux, était un coup porté à ma conscience. Plus loin, le lieutenant Morven scrutait la foule, posture carrée, méfiance incarnée. Il exécutait son ordre, surveillait la cérémonie. Me surveiller, moi aussi. Je continuais le discours, chaque mot un clou dans mon propre cercueil. Je parlais de nuages d'ammoniac propices, de noyaux planétaires chauds. Le mensonge était si parfait, si monstrueusement élégant. Les applaudissements éclatèrent, fragiles et trop longs. Thorne esquissa un sourire étroit, satisfait. Varek serra le poing, exalté. Morven ne applaudit pas. Il observait. Toujours, alors que les applaudissements nourris s'éteignaient, remplacés par le grésillement des haut-parleurs défectueux, le bracelet à mon poignet vibra, sec et insistant. Je baissai les yeux sur l'alerte silencieuse. Une anomalie gravitationnelle venait d'être détectée sur l'approche d'Otris. Sur l'écran tactique, les brumes opaques d'Otris se dissipaient sous l'assaut des scanners à pénétration, révélant non pas une sphère gazeuse, mais les angles mortels et les formes cyclopéennes d'une mégastructure artificielle. Je fixais les données. Les contours ne correspondaient à aucun schéma géologique connu. Ils étaient trop droits, trop répétitifs. Une architecture. Une erreur de calibration, déclara la voix sèche de Thorne dans mon oreillette sécurisée. Il était entré dans la salle des communications sans un bruit, ses robes sobres semblant absorber la faible lumière. Vous allez classer cette anomalie comme un artefact des brumes. Immédiatement. Morven se tenait près de la porte, bras croisés. Son regard passa de l'écran à moi, puis se fixa sur le mur. Une neutralité parfaite. Trop parfaite. Les scanners fonctionnent aux spécifications. Conseiller, dis-je, ma propre voix trop plate. La lecture est cohérente sur 3 balayages successifs. Thorne s'approcha. Son regard calculateur pesait sur moi. La cohérence importe peu. Ce qui importe, c'est la paix. Vous allez purger ces données et déclarer un brouillage électromagnétique localisé. C'est un ordre. Je sentis le poids du mensonge originel, celui que je portais depuis des années, se fissurer sous ce nouveau poids. Obéir scellerait le pacte. Je regardais Morven. Il détourna les yeux. Compris, mentis-je. Thorne hocha la tête, une bénédiction funèbre, et quitta la salle. Morven le suivit après une hésitation imperceptible. Je restai seul devant la vérité interdite qui clignotait sur l'écran. Je purgeais le journal officiel. Je rédigeais l'avis de brouillage. Chaque frappe était un coup de pelle sur ma propre intégrité. Puis, j'accédais au terminal secondaire, celui qui n'était pas surveillé par le conseil, et je copiais les données brutes sur une puce isolée. La froideur du plastique dans ma paume était un engagement. Alors que les portes de la baie d'expédition s'ouvraient sur le néant glacé, Kaela engagea sa navette dans la descente finale vers les brumes. Que cachaient vraiment ces contours impossibles et à quel prix la vérité se paierait-elle? La brume se déchira non pas sur un ciel, mais sur une courbure de métal froid à l'infini, la paroi intérieure d'une prison à l'échelle d'un monde. La navette vibra comme un animal blessé. Les commandes résistèrent sous mes mains, les moteurs hurlant pour corriger la chute. Le champ gravitationnel était erratique, une nausée artificielle qui tordait les entrailles. À travers le hublot, la réalité s'imposait, implacable. Des plaques de métal jointes sur des milliers de kilomètres, striées de givre éternel.
Pas de terre, pas d'atmosphère respirable, juste l'armature géométrique d'un piège. « Ce n'est pas possible », murmura Varek. Sa voix n'avait plus la chaleur du croyant. C'était un filet plat, vidé de sa substance. Il collait son front au verre, les yeux écarquillés par une horreur qui dévorait 20 ans de certitude. L'impact nous projeta en avant, les sangles mordant les épaules. Les alarmes s'éteignirent une à une dans un grésillement. Le silence qui suivit fut plus lourd que le vacarme, un silence de tombe. Je débattis mes sangles. Vérifier les systèmes vitaux. Il obéit mécaniquement, ses doigts habiles parcourant les panneaux sans que son regard ne quitte le spectacle dehors. Structure stable. L'air est froid, commandante, très froid. Moins 120. Mon propre souffle formait des nuages à l'intérieur du cockpit. Je localisais la signature énergétique sur les scanners résiduels. Une lueur régulière, artificielle. À 3 kilomètres de là, une entrée. Nous y allons. La combinaison de survie était un linceul raide. L'air qui siffla dans mon casque sentait le plastique brûlé et la peur. La rampe s'abaissa sur un paysage de cauchemar. Le sol était un alliage noir, cabossé, recouvert d'une couche de glace aussi dure que l'acier. Au-dessus, la courbure monstrueuse se refermait, enfermant tout dans une sphère parfaite. Des lumières pâles, distantes comme des étoiles mortes, fiquetaient la voûte. Varek trébucha en descendant. Il ne releva pas la tête. Il fixait ses bottes sur le givre, ses épaules affaissées sous le poids du mensonge. Nous marchâmes, le bruit de nos pas ne portait pas. Le froid transperçait les couches isolantes, un morsure patiente. Le sas était là, exactement où les scans l'indiquaient. Un cercle de métal noir lisse, sans joint visible, encastré dans la paroi. Il n'y avait pas de panneau de contrôle, pas de symbole. Juste une absence. Il aspirait le silence glacial. Je savais qu'une fois à l'intérieur, il n'y aurait plus de retour possible. L'hologramme de l'archiviste Silas, un spectre de données, pointa un doigt translucide vers le sceau du traité. Ceci n'est pas un pacte de colonisation, c'est un bon de livraison. L'archive se déroula dans l'air glacé. Schéma de conversion, calendrier de désassemblage, protocole de neutralisation neuronale progressive. Le traité de Pallas détaillait froidement la déconstruction méthodique de l'Éden et de son peuple, une capitulation, une livraison de matières organiques et technologiques à recycler. Varek émit un son étranglé. Ses mains tremblaient, suspendues au-dessus des données. Son visage ouvert s'était décomposé, laissant place à une pâleur de cendre. « Les brumes », murmura-t-il, « ce ne sont pas des conditions naturelles, c'est un brouillard de stase. » Pour nous maintenir en sommeil jusqu'au prêtement. Soudain, la lumière de l'archive vacilla. Le bourdonnement des systèmes de base se tut. Dans mon oreille, le crépitement familier de la comlink mourut d'un coup, remplacé par un silence absolu. « Ils savent », dis-je. La phrase était plate, lourde. Le spectre de Silas hocha la tête, son image commençant à brouiller. « Ils ont toujours su. Le Conseil a vendu votre avenir pour quelques siècles de paix factice. Fuitez. » Les systèmes de défense autonomes sont déjà activés. L'hologramme s'éteignit. Dans le noir subsistant, les lumières rouges des couloirs extérieurs s'allumèrent, clignotant par séquences rapides. Une alarme muette. Un bourdonnement mécanique traversa les parois, se rapprochant. Rythmé, méthodique. Dans le silence soudain de la comlink, seul le bourdonnement menaçant des drones en approche résonnait. Piégé, je regardais Varek. Il n'avait plus de vaisseau, plus d'alliance, seulement une vérité qui tuait. Les doigts de Kaela planaient au-dessus du terminal, non plus ceux d'une commandante, mais d'une fossoyeuse prête à enterrer un monde pour en laisser naître un autre. Le flux de données est verrouillé par un protocole de sécurité, marmonna Varek. Sa voix était mécanique, ses mains agiles sur l'interface malgré le vide dans ses yeux. Il travaillait, c'était tout ce qu'il lui restait. Il faut un code d'autorisation du Conseil. Je sortis le médaillon de ma poche. Le métal était froid. L'insigne du commandement, gravé de l'arbre généalogique de l'Éden. Et c'est celui-ci. Il brancha le câble, scanna la matrice. Son écran clignota en vert. C'est une clé maîtresse. D'où? De la dernière commandante qui a posé des questions.
Je ne précisais pas que c'était ma mère. Sa démission soudaine. Son médaillon confisqué, puis volé par sa fille. Transfère tout. Les archives de Silas. Les scans de la sphère. Le traité originel. En boucle sur toutes les fréquences de l'Éden. Les lumières rouges du couloir s'accélérèrent. Le bourdonnement se densifia, se scinda en plusieurs sources. Ils approchaient. « C'est fait », dit Varek. Sa main tremblait légèrement sur le panneau. La transmission est lancée. Ils vont tout recevoir. Le silence qui suivit fut plus lourd que toutes les alarmes. J'avais condamné la paix de 10 000 âmes. J'avais peut-être signé notre mort, mais j'avais offert une chance. Un impact sourd ébranla la porte blindée. Une entaille luminescente apparut dans l'acier. Varek me regarda enfin, et dans ses yeux brisés, je vis une lueur revenir, une amertume résolue. Ils ne nous laisseront pas partir. Non, dis-je en saisissant la dernière charge de plasma, mais ils ne pourront pas arrêter la vérité. Alors que les premières sirènes d'alerte déchiraient le silence métallique, Kaela actionna la séquence finale, sachant qu'elle venait de signer leur arrêt de mort pour offrir à son peuple une chance de vie. Allongée contre la paroi froide du cockpit, Kaela écoutait le crépitement des communications en direct de l'Éden, le son d'un monde en train de se réveiller d'un cauchemar de 100 ans. Les voix étaient distordues par la distance et les interférences des brumes, mais l'horreur était claire. D'abord le silence pesant après la fin de la transmission, puis une voix d'opérateur trop aiguë confirmait la source, confirmait l'intégrité des fichiers. Un autre cri, étouffé, le son d'une alarme de couvre-feu déclenchée trop tard. Varek était assis à la console du copilote, le regard vide fixé sur les bandes de données qui défilaient, confirmant que le paquet avait été reçu, ouvert, et qu'il se répandait comme un virus dans les serveurs principaux. Ses mains étaient posées à plat sur les panneaux, inertes. Il avait cessé de trembler. Il était devenu un automate de chair, un témoin silencieux de la fin de sa propre foi. « Morven », dit une voix que Kaela reconnut, le sergent de la garde du conseil. « Désarmer ses canons. » Immédiatement. La réponse de Jax Morven fut un bourdonnement bas, presque calme. L'ordre est reçu, non exécuté. Le chaos éclata. Des cris, des ordres contradictoires, le crissement métallique d'armes saisies. Puis la voix d'Elian Thorne, tranchante comme du verre, perça le vacarme. « C'est de la sédition. Vous condamnez chaque homme, femme et enfant à une mort certaine. »« Non, dit Morven, et sa voix portait une lassitude, une certitude terrible. « Vous l'avez déjà fait. Nous exécutons juste le protocole de survie, qui, selon ses archives, consiste à fuir les créanciers. Le bruit d'un impact sourd, une chute, puis sa voix de nouveau, amplifiée par le système d'adresse générale de l'Éden. À tous les postes, le Conseil est relevé de ses fonctions, verrouiller la propulsion manuelle, tracer une nouvelle trajectoire, aléatoire, hors du secteur Pallas. Kaela ferma les yeux. L'image de Morven, ce soldat loyaliste au regard trop observateur, lui apparut. Il avait dû voir les mêmes fissures qu'elle, mais avait choisi de regarder ailleurs, jusqu'à ce qu'il ne le puisse plus. Son ambiguïté n'était pas de la trahison, mais de la préservation de soi. Jusqu'à l'instant où la préservation de soi exigeait de tout briser. Un nouveau crépitement, différent. Les propulseurs à distorsion résiduelle de l'Éden. Le son était faible, filtré par la coque de la navette et les kilomètres de brume, mais elle le sentit dans ses os, cette vibration profonde et familière qu'elle n'avait entendue qu'une fois dans sa vie, au début du grand voyage. Le vaisseau-monde changeait de cap. Il tournait le dos à la sphère prison d'Autrice. Varek parla, sa voix rauque, comme rouillée par le silence. Ils partent. Elle ouvrit les yeux. Sur l'écran de navigation, le point représentant l'Éden s'éloignait lentement de la masse statique d'Autrice. La trajectoire était erratique, hésitante, puis se stabilisa en une ligne droite et déterminée qui fuyait vers le noir profond, loin des routes connues. « Oui, murmura-t-elle, la mission était accomplie. Le peuple était sauvé de la duperie, condamné à errer de nouveau dans un vaisseau mourant, mais libre, libre de chercher une vérité qui ne serait pas un piège. » C'était plus qu'elle n'avait osé espérer en actionnant la séquence finale dans la station centrale. Les voyants du tableau de bord clignotaient en séquence rouge.
Système de support, critique, propulsion, nul. Puissance, 3%. La navette dérivait, prisonnière de l'orbite basse d'Autrice, un cercueil de métal qui achèverait sa lente descente dans les glaces éternelles dans quelques heures, quelques jours au plus. Varek se tourna vers elle. Dans la lueur pourpre des alarmes, son visage n'était plus celui d'un jeune homme idéaliste. C'était le visage de quelqu'un qui avait vu le fond de l'abîme et s'y était résigné. Ils s'en sortiront? Ils ont une chance, dit-elle. C'était la seule vérité qui lui restait à offrir. Il hocha la tête lentement et détourna son regard vers le hublot. Les brumes opaques tournoyaient, éternelles. Aucune étoile n'était visible. Le dernier contact avec l'Éden s'était éteint. Il n'y avait plus que le souffle faible du recyclage d'air et le gémissement de la coque soumise à des pressions lointaines. Kaela sentit le poids de ses membres, la fatigue qui n'était plus masquée par l'adrénaline. Elle avait préservé la cohésion de son peuple en brisant leur monde. Elle avait été loyale jusqu'à la trahison ultime. Son devoir était achevé. Il n'y avait plus d'ordre à donner, plus de mensonges à porter. Elle s'adossa un peu plus contre la paroi froide, laissant la rigidité qu'elle maintenait depuis des décennies se dissoudre dans la pesanteur relative. Varek avait fermé les yeux, sa respiration devenant plus régulière, plus lente. Il ne fuirait pas la faim, il l'accueillerait, libéré du poids du rêve brisé. Sur l'écran noir, la dernière lueur des propulseurs de l'Éden disparut, avalée par le vide. Elle les imagina, là-bas, dans les couloirs familiers du vaisseau-monde. La panique, puis la résignation, puis peut-être, avec le temps, une colère salvatrice, et enfin l'acceptation d'une nouvelle errance, sans promesse, sans traité, sans monde refuge, seulement eux-mêmes et les étoiles à éviter. Les heures passèrent, mesurées par le déclin régulier des systèmes. La puissance tomba à 2%, puis à 1%. Le recyclage d'air émit un râle final avant de s'éteindre. L'air devint immobile, froid, chargé du goût métallique de leur propre expiration. Kaela regarda Varek. Il dormait maintenant, ou du moins était-il tombé dans un état de torpeur. Son visage était paisible, libéré des dernières tensions. Elle pensa à tous ceux dont elle avait déterminé le destin. Thorn, désormais prisonnier dans sa propre salle du conseil, témoin impuissant de la fuite du vaisseau qu'il avait vendu. Morven, qui portait désormais le poids du commandement, guidant l'Éden vers l'inconnu avec une détermination qu'elle n'avait jamais soupçonnée en lui. L'archiviste Silas, dont le rôle de mentor était accompli, probablement déjà en train de disséminer d'autres vérités dans d'autres recoins du réseau. Un bip faible retentit. Le dernier pourcent d'énergie dans le système de communication captait un signal résiduel. Elle activa l'écoute. C'était la voix de Morven, transmise sur une fréquence d'urgence. Répétition. À toute unité survivante dans le secteur Palace. L'Éden a quitté la zone. Nouvelle trajectoire établie. Conseil déchu. Nous emportons la vérité avec nous. Une pause. Kaela, si vous entendez ceci, votre transmission a fonctionné, la population se réveille. Nous avons une chance. Merci. Le message se répéta une fois, puis le signal s'éteignit définitivement. La puissance tomba à 0. Dans le noir complet, Kaela sourit. Un sourire triste, usé mais authentique. Morven avait pris le contrôle. Il avait choisi son camp et ce choix avait transformé l'ambiguïté en leadership. Le Conseil ne résisterait pas longtemps. Leur autorité reposait sur le mensonge et le mensonge était éventé. Varek bougea dans l'obscurité. C'était lui? Oui, ils sont partis. Vraiment partis. Alors c'est fini. Non, corrigea-t-elle doucement. Pour eux, c'est un commencement. Elle sentit la navette trembler légèrement. L'orbite décroissante les entraînait vers les couches supérieures des brumes. Bientôt, la friction les consumerait, ou l'impact avec la mégastructure les réduirait en poussière. Une fin propre, définitive. Mais alors qu'elle se préparait à cette conclusion, quelque chose changea. Une vibration différente parcourut la coque. Non pas le gémissement de la structure stressée, mais un bourdonnement régulier, mécanique. Des lumières bleues apparurent à l'extérieur du hublot, éclairant les brumes d'une lueur spectrale. « Qu'est-ce que… » commença Varek, se redressant. La navette fut saisie par un champ de force. Leur descente s'arrêta net. Ils flottèrent, immobilisés dans un faisceau d'énergie bleuâtre.
À travers le hublot, Kaela vit des formes se dessiner dans les brumes. Non pas les drones de défense angulaires qu'ils avaient rencontrés plus tôt, mais des structures plus organiques, des sortes de méduses mécaniques aux tentacules lumineux. Un sas s'ouvrit dans la paroi d'Otris, bien plus large que celui qu'ils avaient utilisé. Une lumière chaude, dorée, en émana, contrastant violemment avec le froid bleu des brumes. « Ils ne nous détruisent pas », observa Varek, une étincelle de curiosité revenant dans sa voix éteinte. « Non », dit Kaela. Elle comprenait maintenant. Les systèmes de défense autonomes, ils ne servaient pas qu'à détruire les intrus. Ils servaient aussi à capturer, à récupérer. Otris était une prison, mais aussi un centre de traitement. Et il venait d'être traité. La navette fut doucement tirée vers le sas. Kaela regarda Varek. « Quelle que soit la suite, nous la verrons ensemble. » Il hocha la tête, une lueur de résolution éclairant enfin son regard. L'automate avait disparu. L'homme restait. Ils pénétrèrent dans Otris. La salle où ils furent déposés n'avait rien de la froideur carcérale qu'ils avaient rencontrée plus tôt. Des murs lisses émettaient une lumière douce. L'air était tiède, respirable. Sur une console, des symboles inconnus clignotaient. Et au centre de la pièce, un nouvel hologramme s'activa. Ce n'était pas Silas. C'était une forme humanoïde, mais trop parfaite, trop lisse pour être humaine. Ses yeux étaient des lentilles sans pupille. « Bienvenue », dit la forme, d'une voix neutre, sans accent. « Vous avez déclenché le protocole de libération. » Kaela échangea un regard avec Varek. « Le protocole de libération ?» Le traité de Pallas contenait une clause cachée, expliqua l'hologramme. Toute entité qui révélait la vérité aux signataires et déclenchait leur fuite activait la procédure de réhabilitation des lanceurs d'alerte. Vous n'êtes pas des prisonniers, vous êtes des témoins, et les témoins doivent survivre pour raconter. L'hologramme désigna un portail qui venait de s'ouvrir au fond de la salle. Au-delà, Kaela vit non pas les couloirs froids d'Otris, mais un paysage. Vert, avec un ciel. « C'est une simulation » demanda Varek, méfiant. « C'est une arche », corrigea l'entité. « Otris n'est pas qu'une prison. C'est aussi une bibliothèque et un refuge. Vous y trouverez d'autres comme vous, d'autres qui ont découvert la vérité, d'autres qui ont choisi de préserver leur peuple plutôt que de se soumettre. » Kaela regarda le portail, puis Varek. Elle pensa à l'Éden, qui fuyait maintenant dans le noir profond, à Morven qui menait, à Thorn, qui subissait les conséquences de sa trahison, à Silas, qui continuait son œuvre. Chaque personnage de ce drame avait trouvé sa conclusion. « Et si nous refusons ?» demanda-t-elle. « Alors vous retournerez à votre navette et vous mourrez dans les brumes dans les heures qui viennent. Le choix est vôtre. Mais sachez ceci, votre peuple a besoin de plus qu'une fuite. Il a besoin d'un espoir. Et l'espoir a besoin de témoins. » Varek s'approcha d'elle. « Kaela, nous avons accompli notre mission. L'Éden est libre. Mais... » Il regarda le portail. « Mais nous pouvons faire plus. Nous pouvons apprendre, comprendre, et peut-être, un jour, les retrouver. » Elle savait qu'il avait raison. Sa dissidence n'était pas terminée. Elle venait de changer de forme. Elle n'était plus la fossoyeuse d'un monde, mais la gardienne d'une vérité plus large. Elle prit une profonde inspiration. L'air était doux, prometteur. « Allons-y », dit-elle. Ils traversèrent le portail ensemble. La lumière les engloutit. De l'autre côté, il y avait bien un ciel. Et sous ce ciel, d'autres silhouettes attendaient, venues d'autres vaisseaux-mondes, d'autres trahisons, d'autres rébellions. Ils n'étaient plus seuls. Kaela leva les yeux vers le ciel simulé, où des étoiles artificielles brillaient doucement. Quelque part, très loin, l'Éden poursuivait sa course. Morven le guidait. Le peuple se réveillait. Et elle vivrait, pour témoigner, pour espérer, pour un jour peut-être leur montrer le chemin vers autre chose qu'une fuite éternelle. Elle avait préservé la cohésion de son peuple en brisant leur monde. Elle avait été loyale jusqu'à la trahison ultime. Et maintenant, elle découvrait que sa trahison n'était en réalité que la plus haute forme de loyauté, non pas à une institution, mais à l'idée même d'humanité. Varek lui prit la main. Sa main était chaude, vivante. « Regarde », murmura-t-il. Au loin, d'autres survivants les saluaient. Leurs uniformes étaient différents. Leurs histoires étaient différentes. Mais leurs yeux portaient la même lueur,
celle de ceux qui avaient vu la vérité et avaient choisi de ne pas détourner le regard. Kaela sourit, pour de vrai cette fois. Ce n'était pas une fin, c'était une nouvelle page, et elle était prête à l'écrire. Dans le silence doré de l'arche d'Autrice, entourée des témoins d'une centaine de mondes trahis, Kaela Voss comprit enfin que son héritage ne serait pas la mort qu'elle avait envisagée, mais la continuation de la lutte sous une autre forme, non plus dans l'ombre du mensonge, mais à la lumière crue de la vérité partagée, où chaque survivant était un phare dans la nuit galactique, guidant les errants vers un avenir qu'ils devraient construire de leurs propres mains, libres enfin de tout traité. De toute promesse trompeuse, de tout maître excepté leur propre volonté de survivre et de transmettre.